Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà sur les chemins sinueux et escarpés du droit du travail, un droit en quasi-fusion depuis 2 mois. Et on va essayer d'aborder une question importante dans le cadre de ce nouveau café Barthélemy ECF, ou ECF Barthélemy, on ne sait plus dans quel ordre, tellement on s'entend bien entre les deux maisons. On va essayer d'aborder une question qui est importante, c'est celle de la responsabilité du chef d'entreprise dans le cadre de cette crise sanitaire inédite, à tout le moins, qu'on est en train de vivre, et on espère pouvoir conjuguer ça au passé. En tout cas, c'est une question importante, la responsabilité du chef d'entreprise, et notamment aussi, on parlera de ce document unique d'évaluation des risques, qui est un document obligatoire, on va le voir. Et comme tous les matins, on s'appuie sur l'expertise, mais aussi la bonne humeur, l'enthousiasme et quelquefois l'humour de Mehdi Kossanel Haji, qui est associé au cabinet Barthélemy, avocat donc à Paris. Et puis on a le bonheur, parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, d'avoir sur notre plateau Maryline Brisset, qui est une membre éminente et respectée de la délégation patronale et de la commission sociale de CF. Elle est expert comptable à Fontainebleau. Bonjour à tous les deux, salut respectueux et café chaud, s'il vous plaît. Alors, la première question, elle va évidemment concerner notre ami Mehdi. Ce fameux document unique d'évaluation des risques auquel je faisais allusion, très rapide rappel, en quoi consiste ce document et comment il a été impacté par la situation atypique et anxiogène qu'on a vécue. Le document unique d'évaluation des risques, en fait, c'est un document obligatoire pour toute entreprise, quel que soit le nombre de ses salariés. Pour faire court, moi employeur, moi chef d'entreprise, j'ai une obligation de sécurité pour tous mes salariés et je dois faire un inventaire des risques. Cet inventaire, il sera dans un document unique d'évaluation des risques professionnels. Par exemple, au cabinet Barthélemy, vous devez inscrire noir sur blanc que les avocats ont un risque majeur d'entorse au poignet ou à l'index tapotant sur leur ordinateur. Ou quand on met notre robe d'avocat, bien sûr. Mais en fait, ça va dépendre des locaux également, des escaliers. Est-ce qu'il y a des zones de danger ou pas? Est-ce que quand on court chercher le dossier de Gabi et qu'on monte sur une échelle, est-ce qu'il y a un risque de chute? Ça, en tant que responsable, je devrais l'évaluer. Mais c'est ça, effectivement, de façon très schématique dans la vraie vie, c'est qu'il y a au sein du cabinet Barthélemy comme partout. Maryline. Et du coup, ce document qui doit être mis à jour tous les ans, le ministère du Travail nous a demandé d'insérer à partir d'aujourd'hui les précautions qui vont être à prendre avec cette pandémie Covid. Donc ça, c'est très important de mettre dans ce document tout ce que l'employeur met en place pour avoir un retour dans les bureaux en présentiel, puisqu'on peut se poser la question, est-ce que le télétravail est toujours de vigueur ou est-ce qu'on peut maintenant revenir en toute sécurité au bureau? Donc ce document, il est là pour revenir au bureau en toute sécurité pour l'ensemble des salariés. Est-ce que ce document unique modifié pour répondre aux caractéristiques de la période devra être à nouveau modifié lorsque le gouvernement aura mis fin à la période d'état d'urgence sanitaire? Alors en réalité, il a déjà été modifié, adapté. Le but, c'était de voir un peu quels étaient les risques chez moi de la propagation du Covid-19. Et surtout, je l'ai modifié pour faire face au fonctionnement, il faut être honnête, dégradé de toutes les entreprises. Comment j'aménage les locaux, comment je réorganise le travail, le télétravail, c'est aussi un moyen, l'affectation sur un nouveau poste de travail et les mesures de prévention. Ça s'appelle la mise à jour de documents uniques d'évaluation des risques. Et pourquoi c'est très important? Vous l'avez dit dans l'introduction, vous l'avez dit dans votre titre, derrière, il y a la responsabilité du chef d'entreprise et j'allais dire le souci de chacun des chefs d'entreprise de faire le plus et le mieux possible pour tous ses collaborateurs, pour qu'ils puissent travailler de façon la plus sereine possible. Maryline, vous intervenez dès lors que vous le jugez utile, évidemment. Si sur cette question vous avez des remarques, vous pouvez le faire. Sinon, j'ai envie de rebondir sur la notion de télétravail qui a été abordée. Est-ce que d'abord aujourd'hui, il doit toujours être privilégié par l'employeur? Je pense que oui. C'est jusqu'à maintenant, le gouvernement privilégiait
le télétravail. Par contre, ce document des risques est aussi là pour pouvoir permettre le retour dans la vie des entreprises. Et donc, par exemple, il faut mettre ce qui est préconisé, c'est est-ce que l'employeur il a acheté des masques pour mettre la sécurité de son salarié, l'achat des masques, le gel hydroalcoolique, les espaces communs, qu'est-ce qu'on fait des espaces communs, la machine à café. Et donc, tout ça, ça doit être relaté dans ce document des risques. Alors, sur le télétravail, dont vous avez dit qu'il devait être encore privilégié, il y a pas mal de questions qui se posent, et notamment la question des frais liés à ce télétravail. Est-ce que l'employeur doit payer des frais aux salariés qui travaillent en télétravail? Alors, Gabi, vous mettez le doigt, l'index de l'avocat, comme vous dites depuis tout à l'heure, sur un des points majeurs. En fait, cette obligation, on ne la trouve plus dans le Code du travail. Pourquoi? Parce que ça a été réformé et que souvent le télétravail, c'était un peu organisé pour j'en fais un gros mot, les grosses entreprises. Avant la pandémie, c'était plutôt les entreprises qui fonctionnaient naturellement là-dessus ou des startups. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que le télétravail, ça concernait quasiment toutes les sociétés. Je rappelle simplement que quand j'organise le télétravail, il est bon, même dans une petite entreprise, de prendre le soin d'envoyer un email à ses salariés, de prendre soin d'eux, parce que certains peuvent être isolés, et de leur rappeler le mode de fonctionnement. Quand est-ce que je peux vraiment les contacter? Parce qu'ils travaillent de chez eux. Comment je contrôle leur temps de travail? Et bien évidemment, est-ce que l'ordinateur, la connexion Internet, est-ce que tout ça, ça rentre dans les frais professionnels? Certains se sont amusés à dire que dans le silence de la loi, non. Ben non, ce sont des frais professionnels. Si le salarié le fait, il travaille de chez lui, dans des conditions qui ne sont pas toujours opérationnelles à leur maxima, eh bien oui, l'employeur doit participer. Alors là, il y a deux possibilités. Soit je fais aux frais réels, soit j'utilise la tolérance administrative qui propose une sorte de forfait URSSAF, où globalement, pour 5 jours travailler en télétravail par mois, c'est 50 €. Alors certains chefs d'entreprise s'amusent à me dire, mais c'est un peu trop. Mais je leur dis, mais imaginez si le salarié va au conseil de prud'homme. Si Gabi, demain, me dit, mais j'ai acheté un écran géant, parce qu'effectivement, j'avais ras le bol d'être sur un petit écran. J'ai acheté une imprimante, du papier, des cartouches, ma connexion. Ce ne sera pas 50 € par mois. Vous voyez? Donc, parfois, il faut savoir rappeler l'évidence. Le salarié qui travaille de chez lui en télétravail, parfois, c'est aussi une activité en mode dégradé. Est-ce qu'il y a une différence entre le salarié qui subit le télétravail, comme c'était le cas pendant cette période particulière, et le salarié qui réclame de travailler en télétravail? Est-ce que pour ce qui concerne ses frais, il y a une différence d'approche? Non. Concrètement, non. Non. Vas-y, Marine, excuse-moi. Non. À partir du moment où on télétravaille, c'est les mêmes règles pour tout le monde, qu'ils soient donc volontaires ou subis, comme vous dites, Gabi. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Vous avez évoqué tout à l'heure, Marilyn, la question des espaces communs au sein de l'entreprise, les espaces cafés, là où on va peut-être quelquefois à la cantine. Est-ce qu'il y a des règles particulières qui ont été mises en place auxquelles les entrepreneurs doivent être vigilants et par ricochet, les experts comptables, c'est-à-dire leur principal conseil, doivent les alerter? Disons que les règles communes, elles sont communes à tout le monde, c'est les règles de distanciation. Donc, il faut qu'on permette aux gens qui reviennent travailler, aux collaborateurs qui reviennent travailler, de travailler en sécurité. Donc, avec mise en place des gestes barrières. Vous savez que le ministère a sorti les 4 mètres carrés de bureaux individuels. Devant et derrière. Voilà, donc il faut pouvoir les mettre en place. Tout ça, ça doit être retranscrit. C'est pour ça que ce document des risques est important, parce que tout ce que le chef d'entreprise met en place, ça doit être retranscrit, parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'un salarié qui revient travailler ne peut pas, en fait, dire à l'employeur qu'il a attrapé le Covid, si j'ose dire comme ça, dans l'entreprise? Et donc là, il y a la responsabilité de l'employeur. Est-ce qu'on peut engager en tant qu'employeur notre responsabilité sur quelqu'un qui tombe malade chez nous? Alors ça, c'est une question qu'on va poser. Si vous en acceptez l'idée, on se la met sous le coude, mais quelques minutes. Parce que toujours dans l'organisation du travail,
lorsqu'on le reprend en présentiel. Est-ce que je suis employeur, est-ce que je peux librement mettre en place un système d'horaire décalé? Certains de mes collaborateurs arrivent à 8 heures, d'autres à 9 heures, d'autres à midi. Est-ce que c'est possible ou pas, librement, pour le chef d'entreprise? Alors, librement, oui, il peut le faire librement. C'est encore lui, le chef d'entreprise. Il le fait dans une mesure de prévention et le bon sens fait que tous les salariés l'acceptent, en général. Moi, ce que j'organise, c'est souvent des notes d'information, des communications et même dans les petites entreprises, vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire un accord d'entreprise dans les entreprises qui ont moins de 11 salariés, même si on serait tous les 3 par exemple, et peut-être même avec d'autres, on serait 5, 6, on pourrait faire un accord d'entreprise entre nous pour organiser une gestion, une nouvelle gestion du temps de travail, avec des flux d'arrivée, des flux de sortie, pour pas qu'on soit plus dans notre bureau, j'invente, plus d'un tiers dans les locaux, pour assurer cette prévention là-dessus. On peut l'organiser naturellement. Pour revenir et compléter ce que disait Marilyn, bien évidemment, c'est aussi la circulation dans les locaux. On n'y pense pas. Mais certains, effectivement, ont organisé un sens de circulation, d'entrée et de sortie, et même d'autres. Il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'aller chez certains de mes clients, avoir des mesures de sécurité simples, qui sont étonnantes. C'est par exemple, Gabi, vous et moi, on est latin, c'est je croise quelqu'un, celui qui marche continue, celui qui voit l'autre personne s'arrête et regarde le mur pour ne pas être en contact avec la personne qui arrive. Incroyable. C'est une nouvelle version de la convivialité. C'est ça, et ça va durer quelques semaines. Tout à fait. Question rapide, est-ce que je peux obliger un salarié à porter un masque? Cette question revient très régulièrement. Alors, normalement, sauf dans certaines activités qui sont le personnel soignant, non. Mais on considère que c'est une mesure de prévention parce que c'est du bon sens en réalité quand je suis en contact avec le public. Et soit je suis en contact avec le public de façon très frontale, soit je suis en contact avec des collègues de façon régulière. Alors oui, pour cela, il vaut mieux avoir un masque. Oui, par exemple, quand on fait des réunions, par exemple avec plus de 3 personnes, voilà, la précaution veut que le masque soit de mise avec les règles sanitaires en vigueur. Mais est-ce que je peux obliger le collaborateur à le porter en lui disant... Alors, on peut dire qu'effectivement, ça fait partie des mesures de sécurité, c'est mon obligation de prévention, et en fonction du rapport qu'aura le collaborateur avec du public, le masque ne sera pas de la même force que celui qui est avec des collaborateurs avec le public. Vous savez que c'est des masques des catégories 1. J'ai un salarié qui s'amuse à me dire « moi, je n'entends pas porter le masque, je n'entends pas respecter les mesures de distanciation », eh bien, ce salarié-là, il peut être sanctionné. Parce que je vous rappelle qu'il existe une obligation majeure qui est à la charge de l'employeur. Oui, naturellement, il doit assurer la prévention, la sécurité en son sein, mais il incombe à chacun des travailleurs de s'assurer de la sécurité des autres, dans la mesure du possible. Et s'il le refuse, eh bien, effectivement, il peut être sanctionné. Je pense que par soit lacune, soit peut-être par côté un peu revanchard et un peu bizarre, certains salariés pourraient s'amuser à faire ça. Alors, on ne va pas les licencier tout de suite, bien évidemment. Mais par contre, une mise en demeure, un rappel en disant que ces mesures-là, c'est simplement du bon sens. Probablement qu'ils les respectent quand il va dans le bus, dans le métro. D'accord. Marilyn, des questions où vous voulez que je revienne sur celle majeure que vous aviez évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire la question du salarié qui est infecté par le virus et qui dit, moi, c'est un accident de travail. Ou alors qui dit c'est une maladie professionnelle. Que dit le droit sur cette question qui est cruciale en termes de responsabilité du chef? Très importante, surtout sur l'accident de travail. Je vous rappelle que pour qu'il y ait un accident du travail, il faut qu'il y ait un fait accidentel, une lésion et surtout un lien entre le fait, la lésion et le travail. Ça paraît un peu anodin, mais je donne toujours cet exemple quand je donne des cours à l'université. J'envoie Gabi, mon nouveau directeur commercial, aller négocier à Hong Kong un super contrat. Ce contrat, il le conclut, il est tellement heureux qu'il va fêter ça dans la boîte de nuit locale en bas de son hôtel. Il a un problème cardiaque, une difficulté en termes de santé, c'est un accident de travail. Alors, très sincèrement, je ne vais pas demander d'être aussi festif. Maintenant que je connais Gabi, je serai très précautionneux et je lui mettrai surtout de ne pas en boîte de nuit. Mais pour revenir de façon plus sérieuse sur le Covid, je vous rappelle que le Covid, on ne l'attrape pas comme ça. Il y a un temps d'incubation. Il va falloir que le salarié s'amuse à prouver et prenne soin de prouver que je l'ai mis en contact avec des personnes infectées.
qu'il a vécu quasiment dans mon entreprise? Impossible. Il est sorti, il est allé chercher à déjeuner, il a rencontré des gens qui est rentré chez lui. Vous voyez, impossible, quasiment, ou en tout cas très difficile pour lui de prouver qu'il s'agit d'un accident de travail. Sauf pour un employeur qui n'a pas pris le petit déjeuner avec nous, qui n'a pas mis à jour son document unique, qui n'a pas été attentif sur les mesures simples de prévention, masque, gel. Ça, effectivement, le salarié pourra dire, mais voyez, dans ma vraie vie, j'étais seul. Dans ma vraie vie, j'utilisais ma voiture personnelle. Le seul moment où j'étais en contact avec du public ou des tiers, c'est à cause de mon employeur. Là, probablement, effectivement, qu'il y a un risque important. Alors, par contre, l'employeur peut aussi être contraint de mettre en télétravail ses salariés si le salarié, lui, considère qu'il a un risque et que la médecine du travail lui dit qu'il est un sujet à risque et qu'il l'oblige à rester chez lui. Donc là, l'employeur reçoit une attestation de la médecine du travail en disant qu'il peut continuer, mais chez lui. Et là, malheureusement, l'employeur doit se satisfaire de l'avis de la médecine du travail. C'est vrai. Alors, j'aimerais juste, pardon Gabi, d'insister là-dessus parce que cette mesure de prévention est importante. Parce que si un accident de travail, une maladie professionnelle, alors pour qu'il y ait une maladie professionnelle, on ne l'a pas abordé, mais il faut normalement qu'elle soit inscrite sur un tableau. Là, il est peu probable que cette maladie soit inscrite compte tenu des circonstances qu'on rencontre. Mais souvent sont évoquées ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. C'est-à-dire que non seulement il y a une déclaration d'accident de travail, mais en plus, le chef d'entreprise est appelé en audience devant le pôle social du tribunal de grande instance pour lui dire on appelle la faute inexcusable de l'employeur. Et là, il y a un risque potentiel de condamnation si l'employeur n'a pas pris les mesures de prévention, de sécurité, et qu'on voit qu'il n'a pas tout mis en œuvre pour rassurer justement ces éléments pour ses collaborateurs. Quel est le risque d'un point de vue pénal pour un employeur qui n'adapte pas son lieu de travail à la situation actuelle? D'un point de vue pénal, on pourrait, s'amuser. On pourrait imaginer qu'il y ait une poursuite pour mise en danger d'autrui. Mise en danger, oui. Oui, parce que le rôle de l'employeur, c'est quand même de sécuriser la vie sociale de ses collaborateurs. Mais très sincèrement, ce risque pénal est ultra réduit. Parce qu'il faudrait que les salariés démontrent qu'il y a la volonté délibérée de violer ses obligations. C'est quasi impossible. Surtout que j'imagine mal un employeur prenant la décision de faire revenir ses collaborateurs et les mettre en danger. Mettez-vous tous dans le même lieu, sans masque, sans gel, à moins de quelques centimètres. Impossible. Et puis les salariés ne manqueraient pas de faire valoir leur droit de retrait. Et comme l'a dit Mehdi tout à l'heure, c'est pour ça que le document des risques, c'est aussi pour prévenir pour l'employeur les dangers de la mise en cause. Donc, s'il a rempli son document des risques, et donc là, déjà, il faudra encore plus pour le salarié qui mettrait en cause son employeur de prouver que malgré le document des risques, il y ait des éléments qui permettraient d'avoir cette faute. Là, le document des risques est quand même un élément essentiel pour prémunir la responsabilité de l'employeur. Pardonnez mon incompétence, mais est-ce que ce document des risques doit faire l'objet d'une communication auprès des salariés ou pas? Est-ce qu'il doit être simplement rangé dans un tiroir au cas où un inspecteur du travail viendrait? Alors déjà, pour les entreprises de plus de 10, il doit être communiqué tous les ans au comité. Vous savez, maintenant, il y a le comité social. Donc, du coup, il doit être communiqué au CSE et donc il doit être approuvé par le CSE. Donc, tous les salariés sont au courant. Et pour les moins de 10, là, je parle sous le contrôle de Mehdi, il est affiché dans l'entreprise. D'accord. Et le but, c'est de rappeler des bonnes règles de bien vivre ensemble. Une question qui revient très fréquemment, c'est la question du droit de retrait. Est-ce qu'un collaborateur, dans le cadre d'une reprise d'activité en présentiel sur son lieu de travail, peut dire, moi, écoutez, vous avez mis tout ce qu'il fallait, ça c'est vrai, il y a des gants, il y a du gel hydroalcoolique, il y a de la distanciation physique, mais moi, pas question que je revienne, je fais jouer mon droit de retrait. Est-ce que c'est possible ou pas? Bien sûr que c'est possible. Toutes les situations sont envisageables et chacun de nous va réagir différemment quand il y a du présentiel ou même a réagi déjà différemment quand mon employeur m'a obligé à revenir.
Le droit de retrait, c'est quand je pense qu'il y a un danger grave et imminent qui me contraint à ne pas pouvoir exécuter loyalement et normalement, j'allais dire plutôt, mon activité professionnelle. Je me retire de ce poste de travail et c'est une excuse valable et heureusement reconnue par le droit en disant « je ne peux pas travailler dans ces conditions ». Ça, c'est tout à fait normal. Que doit faire l'employeur? S'assurer de la véracité, bien évidemment, de ce que raconte ce collaborateur. Probablement qu'il a raison. Mais il est possible aussi que ce collaborateur exagère. Ça peut arriver dans certaines extrémités où le collaborateur, on pourrait imaginer, prenne le prétexte de l'existence du droit de retrait pour ne pas aller dans un lieu, pour ne pas aller exécuter une mission. Là, l'employeur doit être vigilant. Peut-être que l'énervement le conduirait à prendre des mesures un peu extrêmes. Non. Renvoyons au salarié, peut-être, des interrogations simples. Vous avez fait état d'un danger grave et imminent. Comment est-il constitué? Vous reconnaissez qu'il y a des gants, une charlotte, une blouse, un gel, une distanciation. Je ne vois pas à quel moment vous avez pu considérer que ce danger existe. Merci de m'en donner la réponse par retour. À défaut, j'en tirerai toutes les conséquences utiles. Mais, sauf erreur de ma part, une quarantaine de guides sanitaires ont été rédigés par des organisations professionnelles, représentatives de plusieurs métiers dans la même branche, adoubés, estampillés par les ministères de tutelle. Est-ce que ces documents-là, lorsqu'ils sont respectés par l'employeur dans leur mise en œuvre, est-ce qu'ils ne valent pas interdiction de faire jouer le droit de retrait, puisque là, tout est réuni? Il n'est jamais possible d'interdire le droit de retrait. Il peut arriver des situations extrêmes où, en dépit du protocole de déconfinement, vous savez que le gouvernement l'a publié aussi sur son ministère, des précautions qui ont été prises par les organisations patronales, un chef d'entreprise est omis de donner un des éléments essentiels, ou oublié de respecter une des mesures. À mon avis, ça arrivera quasiment jamais. C'est pas parce que le protocole de déconfinement existe que ça exonère le chef d'entreprise en local, dans la vraie vie, d'être attentif à ça. Les organisations patronales, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, dans votre activité, voilà ce à quoi on pense. Voilà les mesures évidentes. C'est toujours du bon sens en réalité. Ce qu'il faudrait faire pour que le déconfinement se passe dans les meilleures conditions possibles. Un salarié... Par exemple, en région parisienne, il y a le problème des transports en commun. Donc, est-ce qu'on utilise les transports en commun? Mais l'employeur, pour que les collaborateurs reviennent sur place, peuvent dire, pour un temps donné, plutôt que de prendre les transports en commun, prenez votre véhicule personnel et je vous indemniserai des indemnités kilométriques ou des parkings. Voilà, il faut qu'il y ait des mesures qui soient... comme dit Mehdi, au cas par cas, pour assurer toujours la sécurité de l'employeur, du salarié, pardon. Les deux, après tout. Oui, les deux. S'occuper de la ça rassure le chef d'entreprise. Alors, chemin faisant, on se dirige vers la fin de ce café matinal, Café Barthélemy ECF. Les chefs d'entreprise se sont équipés de gel hydroalcoolique, ont acheté des masques, ont souvent acheté des parois de plexiglas pour assurer la distanciation, etc. Qui paye? Est-ce que des aides ont été prévues? Est-ce que le sujet existe ou pas? Ou alors ce sont les chefs d'entreprise qui doivent assumer cette dépense? Alors, il y a des aides qui sont prévues pour certaines professions. Par exemple, je pense aux coiffeurs qui peuvent avoir des aides par branche d'activité. Vous savez que les coiffeurs, ils ont été obligés de mettre sur les bacs des plexiglas pour pas que le client d'à côté puisse se regarder côte à côte. Et donc là, effectivement, il y a des aides qui ont la possibilité d'être demandées à la CPAM pour remboursement de leurs dépenses qui seraient engagées. Par contre, sur les masques et sur le gel hydroalcoolique, là, il n'y a pas d'aide. Ce qui est préconisé dans la vraie vie, c'est que du coup, par exemple, les coiffeurs, le syndicat des coiffeurs ont dit on vous augmentez les prix de 2 à 3 euros. C'est ce qui est pratiqué pour compenser cet achat de gel et de masques. Une dernière question venant de moi, en tout cas, cette notion de responsabilité du chef d'entreprise dans le cadre d'une crise sanitaire
telle qu'on la connaît. Est-ce que cette responsabilité-là vous semble être un vrai sujet qui risque dans les semaines qui viennent d'être très présent dans les tribunaux? Alors, est-ce qu'elle va être présente dans les tribunaux? Je pense qu'elle peut l'être. Elle l'a été pendant le confinement. Je pense à des arrêts connus. Amazon, par exemple. On en a tous entendu parler, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Ouais, et Amazon prend les mesures aujourd'hui pour éviter justement toute difficulté. Mais oui, bien sûr, ça va être un élément majeur et qui montre que la santé en général, la prévention des risques, on s'en doutait, aujourd'hui prend une part importante de notre société. Je vous rappelle que les chefs d'entreprise ne sont pas tous touchés de la même façon, mais cette question majeure, elle existe aussi. Je donne un autre exemple dans un autre niveau, mais qui concerne la société civile. Les maires des communes se posent aussi cette question-là. Est-ce que j'ai bien pris toutes les mesures et est-ce que forcément je dois être coupable et responsable? Et les salariés peuvent faire appel à l'inspection du travail. Et là, on voit que les contrôles depuis le déconfinement de l'inspection du travail dans les usines, dans les entreprises, est beaucoup plus présent qu'avant le confinement pour vérifier si les mesures sanitaires ont bien été appliquées au jour le jour. Et là, il peut y avoir des conflits qui partent aussi de ces constats de procès-verbaux, de l'inspection du travail. L'inspection du travail va jouer un rôle aussi dans ce déconfinement. Bien, merci à tous les deux. Je crois qu'on a fait encore une fois le tour. Je vous rappelle qu'on ne peut pas être exhaustif dans ce genre de rendez-vous. Café, croissant. On n'a pas vu votre tasse, Marilyn. Peut-être qu'on a oublié de vous servir. Elle est là. Voilà, elle est là. Donc, mille merci à Marilyn Brisset, dont je rappelle qu'elle est membre de la délégation patronale de la commission sociale de CF et qu'elle est experte comptable à Fontainebleau. Et remerciements chaleureux à l'ami Mehdi Kossanel-Agi, associé au cabinet Barthélémy, avocat à Paris. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Au revoir à tous. Bon petit déjeuner.